Bonjour, aujourd'hui le point sur la nullité ou la résolution du contrat. Il est rare que l'on soit autant déçu par un arrêt de la Cour de cassation. L'arrêt de la 3e chambre civile du 15 mars 2018 peut en effet hérisser le poil des enseignants. On se tue bien souvent à démontrer aux élèves qu'il faut employer les termes adéquats, faute de quoi la copie risque d'être mauvaise. Et l'on s'aperçoit, parfois avec un grand étonnement, que la Cour de cassation elle-même ne satisfait pas à cette exigence la plus élémentaire. Avant d'arriver exactement au fond du problème, j'aimerais vous rappeler deux choses. Vous savez qu'en matière contractuelle, lorsque vous raisonnez dans le cadre d'un exercice, vous devez vous interroger sur le point de savoir si la question que vous êtes en train d'aborder est une question qui a trait à la formation du contrat ou à l'exécution du contrat. S'agissant de la formation du contrat, vous savez qu'il existe un certain nombre de règles qui posent les conditions de validité du contrat, c'est-à-dire les conditions que les parties doivent respecter pour que l'acte soit valablement formé. Ces conditions, elles sont énoncées à l'heure actuelle aux articles 1128 et suivants du Code civil. Vous avez également appris que lorsque le contrat ne respecte pas une condition de validité, il encourt une sanction. Et la sanction du non-respect d'une condition de validité du contrat, c'est la nullité, réglementée par les articles 1178 et suivants du Code civil. Et l'on vous apprend parfois que lorsque c'est un problème lié à la disparition en cours d'exécution du contrat de l'une des conditions de validité, c'est alors de caducité qu'il s'agit, réglementé cette fois par les articles 1186 et suivants. Au stade de l'exécution ensuite, une fois quitté le stade de la formation pour aller vers celui de l'exécution, il existe une règle phare que vous connaissez, qui est celle de la force obligatoire des conventions. Force obligatoire des contrats énoncée aujourd'hui à l'article 1103 du Code civil. En résumé, ce que les parties ont décidé, eh bien, elles doivent s'y plier et s'y tenir. Si jamais l'une des parties n'exécute pas ses obligations ou ne les exécute pas correctement, eh bien, dans cette hypothèse, comme pour ce qui est de la formation, il y a une sanction qui s'applique. Et les sanctions, elles sont différentes. Vous avez un panel plus large. C'est l'article 1217 du Code civil qui pose, parmi les différentes sanctions envisageables, d'abord la possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution, pour les actes synalagmatiques notamment, la possibilité d'obtenir l'exécution forcée de la convention, la possibilité d'obtenir une réduction du prix, la possibilité d'obtenir le prononcé de la résolution du contrat, et éventuellement on peut cumuler ces sanctions avec l'octroi de dommages et intérêts. Il y a donc deux étapes qu'il faut impérativement distinguer, celle de la formation, celle de l'exécution. Si au stade de la formation, l'une des conditions de validité n'est pas respectée, le contrat est frappé de nullité, il est anéanti rétroactivement. Si c'est un problème qui a trait à l'exécution et que l'une des parties cherche à y mettre fin, eh bien elle peut obtenir parmi le panel de sanctions qui existe le prononcé de la résolution, c'est-à-dire là aussi l'anéantissement du contrat. Il y a donc deux stades différents, formation-exécution, deux sanctions différentes, nullité-résolution. Et nombreux sont les enseignants qui vous disent « Faites attention, ne confondez pas l'un et l'autre, faute de quoi c'est éliminatoire ». Arrivons-en à l'arrêt du 15 mars 2018. Dans cette affaire, la 3e chambre civile a eu à connaître d'une personne qui a acquis un terrain avec une construction qui existait et l'acquéreur a voulu procéder à des constructions nouvelles. Le problème, c'est qu'il n'a pas obtenu les autorisations nécessaires. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a découvert en cours de route que les habitations existantes n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation préalable et par conséquent, l'acquéreur ne pouvait pas obtenir d'autorisation pour procéder aux nouvelles constructions. Mécontent, celui-ci a donc invoqué, un fondement que vous connaissez, l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Ça n'est pas sur ce fondement-là qu'il avait sollicité la nullité du contrat. Il a tenté le dol, ça n'a pas prospéré. Il est allé sur le terrain de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose pour tenter d'obtenir les dommages et intérêts. Il avait sollicité notamment plus d'1 million d'euros en raison de cette erreur dont il était victime. La Cour de cassation, pour refuser de lui accorder ces dommages et intérêts,
va approuver la Cour d'appel d'avoir considéré, je cite, que celui qui se prétend victime d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ne peut obtenir que la résolution de l'acte. Rien ne vous choque? Erreur sur les qualités substantielles, résolution de l'acte. Non. Non, troisième chambre civile. Lorsqu'une erreur sur les qualités substantielles affecte la validité de l'acte, on doit parler de nullité. S'il s'agissait d'un problème d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'acte, vous auriez alors pu parler de résolution. Il faut bien reconnaître que la troisième chambre civile ne facilite pas notre tâche quand on vous dit qu'il faut impérativement distinguer entre ces deux notions et que le droit des obligations est une matière avec laquelle on ne transige pas sur les notions. Ne faites donc pas confiance à la formulation de cet arrêt. Une erreur sur les qualités substantielles de la chose permet à l'acquéreur d'obtenir la nullité de l'acte et non sa résolution. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.